Effectivement, on en vient à la partie sur la sclérose en plaques, qui est probablement un peu plus positive ou un petit peu plus optimiste que les deux sagas précédentes. Alors, les liens d'intérêt, à l'inverse des orateurs précédents, j'ai des liens d'intérêt avec plusieurs industries pharmaceutiques. Comme je suis pas neurologue, je ne prescris pas et c'est surtout du support méthodologique. Alors, la sclérose en plaques, c'est une maladie donc neurologique. C'est une maladie du système nerveux central, donc qui est une atteinte de la gaine de myéline, et donc du cerveau, de la moelle épinière et du nerf optique, et qui peut entraîner différents types de symptômes, donc notamment des troubles moteurs, et en particulier de la marche, mais pas seulement. On peut aussi avoir des troubles plutôt de la vue, des troubles de l'équilibre, des troubles vésico-sphinctériens. Donc c'est relativement variable et donc avec une grande hétérogénéité de la maladie, avec des formes très sévères et des formes beaucoup plus bénignes. Quelques mots sur l'épidémiologie. Donc, c'est une maladie pour laquelle on estime qu'il y a à peu près 130 000 cas en France, 130 000 cas prévalents, ce qui correspond, ça c'est une estimation qu'on a menée dans le SNDS en 2021 et qui reprend une augmentation de la prévalence qu'on voit partout dans le monde. On est à presque 3 millions de malades dans le monde et avec une augmentation importante de l'ordre de 30% en 10 ans, qui probablement reflète une amélioration de l'espérance de vie et donc un allongement de la durée de vie. Plus qu'une augmentation de l'incidence. On a du mal à mesurer l'incidence de la sclérose en plaques, mais par exemple pour la France, on est à peu près à 4 à 5 000 nouveaux cas chaque année. Au plan démographique, il y a deux spécificités majeures de la sclérose en plaques. C'est que c'est une maladie de l'adulte jeune, puisque vous pouvez voir, la maladie est le plus souvent diagnostiquée autour de l'âge de 30 ans, avec la majeure partie des cas entre 20 et 40 ans. Et puis, il y a davantage de femmes atteintes que d'hommes, puisqu'à peu près trois quarts des cas sont des femmes. Et ce qui fait que quand on fait la pyramide des âges des cas prévalents, ben, on a cette représentation avec une courbe quasi parfaitement gaussienne, avec un âge médian là, des cas prévalents autour de 50-55 ans, parce que c'est aussi, on peut le préciser, une maladie non létale et donc une vraie maladie chronique qui va durer plusieurs décennies, puisqu'on estime que l'espérance de vie est environ réduite de 7 ans par rapport à la population générale. Donc une maladie chronique qui évolue le plus souvent par poussée. Donc il y a vraiment des épisodes d'aggravation, euh, séquelaires ou pas, et qui vont petit à petit conduire à un ou des handicaps. On essaye souvent de représenter la maladie de cette manière, avec vraiment ces pics qui correspondent aux poussées. Et puis, donc ça, c'est la forme rémitante, la forme à pousser. Et puis, souvent, au bout d'un certain temps, cette forme rémitante devient en fait une maladie, on dit secondairement progressive, c'est-à-dire que l'aggravation devient plus insidieuse et continue, et auquel il peut y avoir encore des poussées, mais pas nécessairement. Et donc, ça veut dire que c'est vraiment une maladie qui a une composante inflammatoire et une composante dégénérative. Et c'est important de le dire parce que sur l'histoire des traitements que je vais exposer juste après, on est vraiment sur des traitements anti-inflammatoires. Et puis, vous pouvez voir sur ce graphique aussi, enfin sur cette figure, que nous, on a la chance d'avoir plusieurs traitements autorisés et efficaces. Et donc, il va plutôt y avoir des questions là de succession de traitements, de switch de traitements et de possiblement exposition longue à des thérapeutiques immunomodulatrices ou immunosuppressives. Et donc, vraiment, la prise en charge thérapeutique de cette maladie a été bouleversée sur ces 30 dernières années. Et vous pouvez voir ici, j'ai remis l'ensemble des molécules qui ont été acceptées au fur et à mesure du temps. Donc, le premier traitement approuvé, c'est un interféron bêta, et c'était en 96 en France. Et vous pouvez voir que l'histoire a fait qu'il y a eu des traitements régulièrement approuvés. On est rendu à 17 traitements enfin 17 molécules qui ont l'AMM maintenant. Et avec encore d'autres traitements qui sont aussi en cours de développement ou d'évaluation. Et donc, on peut penser qu'il va y avoir d'autres traitements qui vont apparaître. Et donc, ça pose des questions un peu différentes de ce qu'on a pu entendre jusqu'à présent sur la maladie de Parkinson ou sur la maladie d'Alzheimer. L'intérêt en particulier de ces nouveaux traitements,
c'est qu'au-delà du nombre de produits, ça a permis d'utiliser différents mécanismes d'action. On peut voir qu'il y a des anticorps monoclonaux, là, dont les noms de molécules terminent en MAB, et puis d'autres types de traitements, notamment les S1P qui terminent en MOD, les interférons bêta, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis, comme je viens de le montrer là sur le graphique, c'est des modes d'administration aussi qui sont très différents et qui vont pouvoir aussi peser dans la décision thérapeutique. Au départ, on avait que des traitements injectables, donc ça pouvait être des auto-injections. Et puis ensuite, il y a eu des traitements par perfusion, un peu comme des chimiothérapies pour le cancer, qui se font du coup à l'hôpital. Et donc, ça a vraiment changé la prise en charge et le vécu du traitement. Et puis alors la révolution majeure, c'est à partir de 2011 quand il y a eu les premiers traitements Péros, où du coup les personnes atteintes de sclérose en plaques pouvaient prendre des comprimés pour traiter leur maladie. Euh, Si on regarde, en fait, tous ces médicaments, ils ont été approuvés uniquement dans les formes rémittantes, donc dans les formes à pousser, qui sont la majeure partie des cas, puisqu'à peu près 85% des scléroses en plaques commencent par des poussées. Et donc, on a une efficacité qui a été démontrée dans des essais thérapeutiques que j'ai juste listés à côté. Et là, pour le coup, avec vraiment une efficacité forte, à l'inverse de ce que vient de dire, par exemple, Joël, puisque là, on avait une efficacité sur la réduction des poussées très importante, hein. Vous voyez, autour de 30% pour les moins efficaces, mais jusqu'à 70%, et également une efficacité sur la progression du handicap. Et puisque je ne montre pas ici, également une efficacité démontrée sur l'activité inflammatoire qu'on mesure à l'IRM et sur l'atrophie cérébrale. En parallèle de ce développement des médicaments, il y a aussi eu une amélioration des connaissances et notamment de l'histoire naturelle et puis du pronostic de la maladie. Et comme pour l'AVC, en fait, on s'est rendu compte que le temps compte dans la sclérose en plaques, sauf qu'on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur, puisque pour l'AVC, on compte en heures, en disant qu'il faut être pris en charge dans les 3 heures. Là, on est sur des années. Il y a de plus en plus de travaux, enfin tous les travaux ont montré que vraiment les premières années d'évolution de la maladie étaient déterminantes sur l'évolution à long terme. Et donc il faut vraiment agir très tôt, dès les premières années, en particulier avec ces traitements efficaces, pour pouvoir avoir vraiment un effet. Si on attend trop longtemps, on arrive dans la forme du coup plutôt dégénérative et donc on n'a plus d'action possible sur l'inflammation focale. Donc, si on regarde maintenant, moi j'ai choisi de vous montrer maintenant plusieurs travaux avec des exemples de vie réelle, d'utilisation de ces traitements en vie réelle. Et la première chose que je vais vous montrer là, c'est un travail qu'on a fait sur les données de l'Observatoire français de la sclérose en plaques, qui est un réseau national de centres experts et de neurologues qui collectent des données depuis longtemps. Et vous allez voir l'évolution de la prise en charge par les neurologues en vie réelle qui correspond du coup à cette évolution et à cette arrivée de produits au fur et à mesure du temps. On a conduit un travail sur un peu plus de 40 000 patients, donc il y a une forme rémitante, donc éligible au traitement de fond. Et vous pouvez voir sur la partie, donc sur le graphique là, qui va de 1990 à 2016, l'utilisation au fur et à mesure des médicaments au fur et à mesure de leur arrivée. En jaune, c'est les patients non traités, donc au début, pratiquement personne n'était traité. Puis on voit que plus le temps passe, plus la part de patients non traités diminue. Et puis surtout, on peut voir que une fois que le traitement arrive sur le marché, il est utilisé, hein, parce qu'au début, c'est en bleu, là, c'est les interférons bêta. Et puis au fur et à mesure de l'arrivée des traitements, ils grignotent la part des traitements qui étaient utilisés auparavant. Et ils viennent en plus s'ajouter. Donc il y a une augmentation du nombre de patients traités au fur et à mesure du temps. Puis vous pouvez voir en bas de la figure un changement aussi de pratique, puisque là j'ai affiché le délai médian entre le début de la maladie et l'initiation du traitement, et on voit qu'il s'est réduit de manière drastique, puisque c'était plusieurs années au début de l'utilisation des médicaments, et on voit que depuis 2016-2017, là on est en fait à la moitié des patients qui vont initier un traitement au bout de 6 mois d'évolution de la maladie. Donc c'est vraiment une histoire qui a complètement changé, un rôle des neurologues qui a complètement changé dans la prise en charge de ces malades atteints de sclérose en plaques. On peut aussi, on a conduit plusieurs travaux sur les données du SNDS qui ont l'avantage du coup d'être sur vraiment cette fois toute la population française et de ne pas se limiter aux centres experts ou aux neurologues qui participent à l'OFCEP. Et on observe des choses assez semblables, hein, avec vraiment
cette utilisation des traitements et en particulier la part très importante des formes orales au fur et à mesure de leur arrivée. Et en revanche, là, ce qu'on voit, c'est qu'on a à peu près en fait la moitié des patients qui sont traités. Et c'est certainement ça la meilleure photographie de l'utilisation des médicaments dans la sclérose en plaques parce que on est sur l'ensemble de la population et donc y compris les patients plus âgés qui vivent avec leur maladie mais qui sont en phase dégénérative et qui du coup ne sont plus éligibles au traitement ou les formes progressives d'emblée. Là où quand on regarde les données de l'Observatoire français de la sclérose en plaques, on est la plupart du temps sur des formes actives de sclérose en plaques et donc une vision un petit peu biaisée de l'ensemble de la population atteinte. Ça, c'est ce graphique que je viens de vous montrer, il allait jusqu'en 2016. Et en fait, vu l'évolution et les nouveaux traitements qui sont arrivés, je vous montre juste là l'utilisation des traitements en 2022 qui n'a plus rien à voir avec celle de 2017. En fait, on voit là que finalement, ce camembert, il a pas des parties complètement égales, mais on voit vraiment la diversité d'utilisation. Et surtout, la part importante en bleu clair là, des anti-CD20, donc qui sont des anticorps monoclonaux, qui sont très récents et qui ont vraiment pris une place majeure dans la prise en charge de la sclérose en plaques du fait de leur efficacité importante et aussi des modalités d'administration puisque c'est des cures semestrielles à l'hôpital et donc ça n'a pas du tout le même impact que des injections plus régulières ou des traitements. Et puis on voit les trois médicaments en dessous, la teriflunomide, diméthylfumarate et fingolimod, c'est les trois molécules qui sont sous forme de comprimés. Donc on voit vraiment que les interférons, qui étaient le premier médicament il y a 30 ans, restent encore présents, mais et plus du tout le premier traitement utilisé. Et il y a d'ailleurs très peu d'initiations. C'est plutôt des patients qui, depuis longtemps, ont été traités par ce médicament, pour lesquels ça marche, et donc qui restent, mais les initiations sont plus du tout les mêmes que, à la fin des années 90. Une autre façon de s'intéresser à ces différents médicaments et à ces différents traitements, c'est pas de le regarder en fonction du moment où ils sont arrivés, mais c'est plutôt d'essayer de les classer en fonction de leur balance bénéfice-risque. Et donc c'est pour ça que là sur ce graphique, vous avez la sécurité, le profil de sécurité en abscisse et l'efficacité en ordonnée. En fait, il y a des traitements qu'on appelait au départ de première ligne, mais qui sont maintenant plutôt qualifiés de traitements à efficacité modérée qui ont démontré leur efficacité, une réduction de 30% à peu près des poussées, et qui ont un profil vraiment de safety très bon. Il peut y avoir des effets secondaires, mais peu d'effets secondaires graves. Et puis après, il y a tout un tas de traitements qu'on dit au départ de seconde ligne et maintenant de haute efficacité, et donc notamment les S1P et puis les anticorps, les anticorps monoclonaux, pardon, qui, eux, sont plus efficaces, mais ont un profil de sécurité plus risqué. Ils sont immunosuppresseurs et donc peuvent avoir des infections ou des effets secondaires graves. Et puis, il y a même ce qu'on appelle des traitements plutôt de secours, notamment la mitoxantrone, qui est aussi utilisée dans le cancer, et puis la greffe autologue de moelle osseuse. Et si on les reclasse là dans ces boîtes, en fait, maintenant, il y a vraiment deux stratégies principales qui sont utilisées par les neurologues. C'est vrai en France, mais c'est vrai dans le monde entier. C'est des stratégies qui sont très étudiées, très discutées pour essayer de voir si on peut essayer d'avoir des algorithmes d'utilisation de ces médicaments. Et on pourrait dire qu'il y a deux stratégies principales, qui est soit on utilise ces traitements d'efficacité modérée qui sont très sécures et en cas de non-réponse ou de mauvais contrôle de la maladie, on escalade vers les traitements plus hautement efficaces. Donc, c'est la stratégie d'escalade qui a été la stratégie au départ utilisée, mais qui est de plus en plus remise en question pour une stratégie qu'on dit plutôt d'induction, avec l'idée de taper fort avec un traitement efficace d'emblée pendant une durée. C'est là où il y a beaucoup de discussions plus ou moins courtes ou plus ou moins longues et il n'y a pas de consensus. Et puis éventuellement de diminuer après avec un traitement plutôt d'efficacité modérée. Mais avec l'idée d'utiliser d'emblée un traitement très fort pour vraiment casser, interrompre le processus inflammatoire. Et donc, il y a plein de travaux sur ce sujet. Moi, j'ai choisi de vous montrer là un papier qui a été publié dans JAMA Neurol il y a quelques années, qui a vraiment été très, très repris et qui compare en fait deux stratégies en comparant le Danemark et la Suède. Et en fait, au Danemark, ils sont plutôt, en tout cas à cette époque, ils étaient encore plutôt sur la stratégie d'escalade, là où en Suède,
c'était vraiment d'emblée la stratégie de hautement efficace et notamment d'utilisation des anti-CD20. Et donc, c'est une analyse qu'on pourrait qualifier de en intention de traiter, où on compare les deux pays, où du coup, on peut se dire qu'il n'y a pas vraiment de raison d'avoir un pronostic différent entre les deux pays. Et on peut voir en fait sur ces deux graphiques, celui de gauche sur la progression du handicap et celui de droite sur les poussées cliniques, qu'il y a vraiment une différence majeure en termes d'efficacité entre les deux traitements, entre les deux stratégies plutôt thérapeutiques. Au-delà de l'utilisation de ces nouveaux médicaments et de la meilleure connaissance du pronostic, il y a aussi eu vraiment des changements sur le niveau d'exigence et sur finalement c'est quoi la cible du traitement et comment on monitore le traitement et à quel point on considère qu'un traitement est efficace ou sous-efficace. Et donc, il y a un concept qui est apparu il y a déjà plusieurs années qui s'appelle NEDA pour No Evidence of Disease Activity, donc pas de preuve d'efficacité, d'activité de la maladie, pardon, et qui disait, bah, s'il n'y a pas de poussée, pas d'activité à l'IRM, pas de progression du handicap, on considère qu'il n'y a pas d'activité et que donc le traitement est efficace. Et puis au fur et à mesure du temps, le niveau d'exigence augmente et donc on a par exemple parlé après du NEDA 4 en rajoutant en plus la mesure de l'atrophie ou du NEDA 5 avec des mesures de biomarqueurs et notamment de neurofilaments. Et puis après, on a avancé sur les poussées, sur la progression, en disant qu'il y avait aussi la progression indépendante des poussées, donc on a encore eu un nouveau concept. Et puis au-delà de ça, et ça rejoint aussi ce qui a été déjà un petit peu mentionné par les deux orateurs précédents, là on est sur des cibles ou des attendus de traitement qui sont vraiment vus du point de vue biomédical et notamment des neurologues. Mais il y a quand même, il y a fort à penser que à l'avenir, ce sera aussi plus basé sur les PRO, donc les retours des patients sur d'autres indicateurs et c'est pas seulement l'absence de poussée ou l'absence de handicap moteur, par exemple, qui pourrait être important. Et notamment, on pourrait penser à des choses plutôt liées à la qualité de vie ou à la participation sociale ou au maintien de l'activité professionnelle, par exemple. Alors, c'est une chance du coup d'avoir tous ces traitements, mais ça rend aussi du coup la décision thérapeutique beaucoup plus complexe pour les neurologues et en particulier sur l'initiation, mais aussi sur les switches. Donc, il y a évidemment un certain nombre de facteurs qui entrent dans la décision, qui sont soit liés au patient, soit liés aux médicaments. Il y a évidemment les préférences du patient et puis son état de santé, s'il y a des comorbidités, s'il y a une situation de grossesse ou de désir de grossesse pour la suite, les facteurs de pronostic, et puis, comme je disais tout à l'heure, bah, des éléments vraiment liés au mode d'administration ou au profil de sécurité de ces médicaments. On sait que pour certains, il peut y avoir des infections graves et auquel cas il faut réussir à monitorer. On pense par exemple au risque de LEMP, qui sont donc les leucoencéphalopathies progressives multifocales, qui est un risque lié au natalizumab et qu'on a réussi de mieux en mieux à appréhender, puisque maintenant il y a une mesure des anticorps JC qui permettent de quantifier le risque et de pouvoir aider à la prise en compte de ça et du choix thérapeutique. Et du fait quand même de cette complexité, il y a aussi des travaux, et notamment je voudrais souligner le RHU qui est en cours Primus, qui vise à développer un outil d'intelligence artificielle pour aider au choix des traitements. Donc c'est un outil qui est encore en développement et pour lequel en fait c'est une interface qui permet de rentrer les caractéristiques du patient. Et puis le neurologue peut choisir quel type de traitement il envisage. Et à partir de données observationnelles, celles de l'Observatoire français de la sclérose en plaques, mais aussi d'études de nombreux industriels avec des études des essais thérapeutiques, il peut y avoir des scénarios. Je ne vais absolument pas rentrer dans le détail, mais plusieurs scénarios en fonction du profil de patient qui est là sur la gauche de la diapositive pour essayer de voir, basé sur l'histoire des essais thérapeutiques ou des données observationnelles, ce qu'on peut attendre comme résultat pour essayer d'aller vers de la médecine de plus en plus personnalisée. Et puis après, j'aurais juste voulu dire quelques mots sur l'accessibilité aux traitements. En fait, on pourrait se dire que les traitements sont autorisés et donc vont être utilisés. En fait, on peut quand même raisonnablement penser qu'il y a peut-être des différences d'utilisation et en particulier rappeler que les neurologues sont les uniques prescripteurs et également les seuls à pouvoir renouveler les ordonnances. Donc, ça va forcément être lié aussi
à l'accessibilité aux neurologues et en particulier au centre expert, parce que pour certains de ces médicaments, il faut un avis du centre expert régional. Et sans vouloir rentrer dans le détail, mais juste pour vous montrer, quand on regarde par région, il y a quand même des profils d'utilisation des médicaments qui sont très différents. Si vous regardez juste les couleurs, il y a plus ou moins de bleu ou de orange ou de rouge selon les régions, alors que pourtant tout le monde a la même AMM effectivement. Et puis aussi, selon le sexe, on est en train de publier un travail, là, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais pour montrer qu'en fait, quand on tient compte de tous les facteurs pronostiques qu'on mesure, y compris du désir de grossesse ou de la présence de grossesse et de période de postpartum, qu'on sait être particulière pour l'utilisation de ces médicaments, puisque certains sont tératogènes, il y a une sous-utilisation de ces traitements chez les femmes par rapport aux hommes et qu'on ne devrait évidemment pas observer. On a aussi des travaux en fonction du niveau d'éducation et du risque d'inégalité sociale. Et là, on était plutôt rassurés de voir qu'il y avait très peu de différences selon le niveau d'éducation, excepté encore là aussi chez les femmes. Il faut que je conclue. Oui, on arrive à Ouais. 20 minutes, enfin, si c'est Juste possible, hein. pour, oui, oui, bien On sûr. a, oui. Pour vous montrer que tous ces médicaments ont vraiment mais complètement changé l'histoire de la maladie. En fait, on n'est plus sur l'histoire naturelle, on est sur l'histoire traitée. Et ça a vraiment changé l'histoire et le vécu de la maladie. Pour vous montrer, encore une fois, sans rentrer dans le détail, mais là, vous pouvez voir sur le graphique, ça va de 95 à 2017. L'évolution de la maladie est plus du tout la même. On n'a plus du tout la même survenue du handicap. On a complètement décalé la survenue du handicap et également, là, sur d'autres données, on a complètement diminué le taux de poussée, parce qu'avant, on disait que les patients faisaient souvent une poussée tous les 2 ans, et maintenant, on est plutôt à une poussée tous les 5 ans, voire même moins pour les gens qui sont très bien contrôlés. Donc, pour conclure, on a vraiment assisté à une révolution de la prise en charge de cette maladie et du pronostic en 30 ans. On peut maintenant se poser la question de est-ce qu'on pourrait envisager une rémission ou vraiment rendre silencieuse cette maladie. Pour autant, il faut vraiment pas négliger, je pense, la complexité de la décision thérapeutique. Et là, j'ai pas eu le temps de souligner, mais il se pose plein de questions quand les patients vieillissent, ont une comorbidité, sont en situation de grossesse. Le fait qu'on ait plusieurs traitements, qu'on les accumule au cours du temps pendant des durées longues, ça risque de poser des questions de safety à long terme. Et puis, il y a quand même un peu le parent pauvre de la CEP qui est les formes progressives, même si là, il y a un BTKI, là, donc un inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton qui vient d'être montré comme efficace sur des formes progressives. Et puis, évidemment, là, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi toute la place des stratégies non médicamenteuses, et en particulier l'activité physique, la rééducation, etc. Je vous remercie pour votre attention.